bienvenue, enfin re-bienvenue à tous autour de la table. On va faire un rapide tour de table, mais je suis entouré donc de naturellement Marcel. Il y a également Renaud, Sophie, Savinien. Renaud, en quelques mots, est-ce que tu peux te présenter très rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas? Bien sûr. Donc, je m'appelle Renaud Algozi, je suis Head of Product chez Mythic. Je m'occupe donc de la partie produit et dans la partie produit, la partie expérience, mais aussi revenu. Okay. Voilà mon scope. Très bien. Donc, il faut que les gens effectivement se rencontrent. Ouais, exactement. Ouais. Et se rencontrent et en même temps satisfaire les enjeux business. Donc, il faut trouver le bon équilibre. Je pense qu'il y a plein de trucs à raconter là-dessus, mais j'ai hâte. Top. Eh ben, on va en parler. On a également Sophie autour de la table. Ouais, salut à tous, donc je suis Sophie Muto, je suis Head of Design chez Mano Mano et je m'occupe de 2 pôles, le pôle User Research et le pôle UX Design. Et tu es déjà venu et je suis déjà venue à un nos after-produits. Absolument. Et puis tu t'es dit, allez, je reviens. Ils étaient sympas. Bon, carrément, oui. Carrément, trop C'était sympa, plutôt cool. trop sympa. Ouais. En tout cas, je suis ravie d'être là. Top. Ben, on est plus que ravis que tu sois là également. Savinien, en quelques mots. Ouais. Alors moi, je m'appelle Savinien Luc Béreil, je suis CPO chez Partout. Et donc nous, notre équipe produit, elle est composée de product management, de product design, de marketing, de data et de QA. Donc le scope est un peu large pour l'instant. Et voilà, donc comme Sophie, je suis ravi d'être ici, comme Renaud aussi, j'imagine. Génial. Peut-être en 2 mots ce que Partout fait, parce que c'est peut-être très légèrement et peut-être moins connu, c'est vrai, que Mano et Mythic, et même pour expliquer peut-être aux non-initiés. Ouais, clairement. Du coup, Partout, nous, notre mission, c'est d'aider les points de vente à augmenter leur chiffre d'affaires via Internet. Donc, en fait, on propose des solutions pour améliorer leur visibilité en ligne, gérer leurs avis, etc. Super clair. Il a fait ça toute sa vie. Et justement, en fait, ce qu'on s'était rendu compte et pourquoi en fait on avait voulu créer ce petit talk, c'est que très souvent la phase de discovery, on la met à la trappe parce que on n'a pas le temps. Très souvent, je pense que Renaud, on a connu un petit peu ça. On travaille ensemble avec Marcel et effectivement, on n'a jamais le temps. Je pense que c'est le syndrome de toutes les entreprises, c'est on n'a pas le temps. Et justement, en fait, on n'a pas le temps, mais il faut quand même la faire. Et première question un petit peu pour vous, selon vous, est-ce qu'il y a des moments en fait dans cette phase de discovery peut-être où il ne faudrait peut-être pas la faire parce que on n'en a pas besoin potentiellement? Est-ce qu'il y a des moments en fait dans la création d'un produit, dans la création d'une feature peut-être où vous dites non mais là on est sûr parce que justement Renaud m'a dit non mais il faut faire cette feature et donc on fait confiance à Renaud, ou alors justement ou alors il faudrait tout le temps la faire et voir après peut-être quelles sont les différentes phases de la phase de discovery, peut-être qu'on pourrait enlever ou raccourcir peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez? Savinien, est-ce que tu as déjà été confronté à ça ou en fait, vous n'avez pas fait cette phase de discovery? Ouais, clairement. Alors, je pense que ça arrivait plein de fois. Simplement parce que les roadmaps, on les sortait au dernier moment. Il fallait directement passer à l'étape de delivery. Et donc, on a un peu zappé à certains moments la phase de discovery. En revanche, je pense que c'est nécessaire de toujours en faire un peu. Ça ne veut pas dire la pousser très loin, mais au moins explorer un tout petit peu les sujets avant de se lancer. Et c'est ce qu'on essaie de mettre en place maintenant, de finir en fait la roadmap un peu plus tôt dans un trimestre pour la challenger le trimestre d'après, mais surtout pour pouvoir préparer des sujets un peu à l'avance pour les explorer à minima avant de les démarrer. Et toi, Sophie, peut-être ou Renaud, je sais. Vas-y. Ouais, mais tu vois, je dirais pas qu'il faut pas faire la phase de discovery, évidemment. Après, ça dépend de ton risque, en fait. Ouais. Ça, tu vois, il y a aussi des no-brainers sur lesquels tu peux te lancer en build et ça posera pas de problème. On en discutait tout à l'heure avec Savinien, justement. Et là-dessus, tu vas pas faire tout à fait une phase de discovery en amont, mais par exemple, tu vas builder ton truc, tu vas le lancer et tu vas mesurer en revanche pour voir si effectivement tes hypothèses étaient bonnes. Et dans le cas de no-brainer, puisque finalement, cette phase de discovery, elle sert à dérisquer en fait ce que tu vas dev derrière et ce que tu vas lancer sur le marché. Donc ça dépend vraiment, il faut bien mesurer ce niveau de risque et en fonction de ça, tu vas aller explorer plus ou moins, en tout cas, profondément, quoi. Enfin, je suppose que vous faites un peu pareil chez Mythic. En fait, je pense que la notion de temps, elle est importante parce qu'on a tendance à dissocier les 2 étapes, en fait. À se dire, OK, on va passer 3 mois en discovery, on va faire des focus group, on va aller chercher de la data, et puis on aura des convictions, on se rassure, et là, on pourra build. Et je pense qu'en le racontant comme ça, par définition, by design, on va se retrouver dans une situation de se dire, bah ouais, mais on n'a pas le temps. Pourquoi, Renaud, tu veux dépenser 3 mois là-dessus alors que moi, je suis convaincu. Moi, ton boss, je suis convaincu. Donc là, l'approche qu'on essaye d'avoir chez Mythic, c'est de se dire, on intègre la discovery dans le build. Et du coup, on va essayer de construire, et on revient un peu à des notions de MVP. Et
Bon, on pourra en parler, mais le MVP, moi, je ne l'avais pas très bien saisi. Donc là, on se dit, on pose des hypothèses, il y a des choses sur lesquelles on a des convictions, et on a le droit d'avoir des convictions, et que probablement, si ça fait un moment qu'on a des convictions, c'est qu'il y a un truc. Donc ça, on a envie d'y aller, comme tu disais, Sophie, on est sur des notions de risque. Et puis, on va construire une première brique, et cette brique, elle va permettre de nous challenger sur ces hypothèses, d'apprendre, et puis on va continuer sur le chemin. Mais en essayant de dissocier les deux phases, on crée un système où on est challengé. Par contre, on est réunissant en se disant la discovery, c'est aussi du build. Et je fais de la discovery en construisant. Finalement, tu n'as plus ce débat en fait. Tu as commencé ta feature. Juste, peut-être qu'elle va prendre un peu plus longtemps. Juste, tu as une stratégie de dérisquage, mais c'est plus la même histoire. Et je changerai le prisme en fait. Ouais, c'est le sujet du dual track en fait. Exactement. Comment tu fais de la discovery et du delivery en même temps. Et là, ça permet d'aller plus vite. Ouais, comment tu essayes de les merger en fait. Ouais. Nous, là, on est sur un sujet où on a essayé de le mapper et de se dire, bon, il y a des trucs sur lesquels on a des convictions, on va y aller directement. On va build des experiments pour apprendre. Mais du coup, je commence à construire. Et si ça marche, je vais capitaliser dessus. Puis il y a des trucs, pour le coup, où on a vraiment besoin de discovery, de creuser, de faire des focus group, d'analyser de la data, du quanti, du quali. Et ça se fait en parallèle. Et les deux s'alimentent et ça permet de renvoyer en tout cas un signal de dire, on a commencé à construire et de savoir aussi pour nous-mêmes que on a des hypothèses et qu'on continue à apprendre sur le chemin. Ouais. Tu as parlé de dérisquer. C'est effectivement comment est-ce qu'on justement calcule ce risque? Est-ce que tu utilises peut-être t'as des suivis, t'as des KPI, t'as des... Ouais, enfin, il y a toujours des KPI, mais ça dépend surtout de ce que tu sais, en fait, du besoin de tes utilisateurs à la base. Soit effectivement, après, tu as aussi tous les benchmarks que tu vas faire. Ouais. Et une fois de plus, il y a des no-brainers, surtout dans le e-commerce où tu ne te poses pas de questions, il faut les faire. Évidemment, tu regardes Amazon, etc. Ça fait partie du jeu. Ça ne veut pas dire que tu vas faire la même chose, mais il y a des sujets, c'est vraiment pas la peine de passer du temps à réinventer la roue. Et tu en as d'autres où, effectivement, quand tu vas aller chercher, par exemple, une nouvelle ligne de business, là, tu es obligé quand même d'explorer. Et pour reprendre ce que tu disais, il y a ce fameux dual track et il marche très bien en tactique et en opérationnel. Okay. Et c'est plutôt vachement intéressant. Tu lances des features, tu mesures et tu continues à itérer. Mais après, ça dépend de ce que tu sais de ta problématique. Et c'est là où tu as la recherche que moi j'appelle plus exploratoire, qui est bien plus en amont. Mais là, c'est typiquement, tu as un quarter d'avance, en fait, par exemple, enfin un trimestre d'avance sur tu vois, ton build. Mais là, tu es dans des situations où tu connais quasiment rien de la problématique, tu connais rien du besoin utilisateur. Et là, tu pars vraiment en full explo. Et du coup, je trouve que la difficulté dans les entreprises, notamment les boîtes en super croissance comme Mano Mano, tu vois, c'est de réussir à gérer ces deux temporalités. Ce que tu vas construire pour le long terme et ce dont tu as besoin tout de suite avec ce fameux dual track Discovery, Delivery. Quoi. Complètement. Et c'est vrai que par rapport à ce que tu dis, bien souvent, il y a peut-être un codir, en tout cas, il y a la direction qui va pousser dans un sens. Effectivement, félicitations pour la levée de fonds. Hein, tout le monde en a un peu entendu parler. Mais du coup, tu dis effectivement, c'est important de pouvoir... Ça permet de communiquer, ça permet de prévoir en amont. Est-ce que selon toi, toutes ces parties prenantes-là, et qui vont avoir encore plus de pression sur délivrer de la valeur très vite, ça te donne justement des deadlines serrées, justement? Est-ce que toi, en tant que Head of UX, tu as été confronté un peu ce genre de... Tu le vois, et peut-être après la levée de fonds, est-ce que tu penses que ça va changer? Forcément, une levée de fonds, c'est une excellente nouvelle pour Mano Mano. Ouais. On est ravis et maintenant, il va falloir opérer tout ça, effectivement, et avoir encore plus de résultats. Après, c'est un sujet aussi d'acculturation en interne et du codir. Tu vois, ils sont plutôt aussi... L'idée, c'est qu'ils soient à l'écoute de ce qu'est une phase de discovery. Et à partir du moment où ils ont compris que de toute façon, si tu as le fit aussi entre ton produit et ton utilisateur, forcément, c'est bon pour le business. Voilà, tu as quasiment gagné l'histoire. Mais c'est vraiment leur faire comprendre que, au fond, le design et donc la discovery en amont, à la fin, c'est quand même du business, quoi. Et notre job, c'est de converger tout ça. C'est finalement de faire converger le besoin ou les attentes des utilisateurs avec les objectifs business de la boîte. Voilà. Et toi, par exemple, Savignan, comment est-ce que vous fonctionnez chez Partout? Est-ce qu'il y a des phases de la discovery, peut-être, tu vois, peut-être dans la convergence, dans la divergence, sur laquelle vous appuyez peut-être plus? Comment est-ce que vous fonctionnez sur cette phase de discovery quand vous avez une deadline? Vous avez aussi, pas relevé, mais c'est 6 000 relevés, je crois, avec Webedia il n'y a pas très longtemps. Et est-ce que du coup, il y a plus de pression et donc forcément, vous avez des deadlines à tenir? Comment est-ce que vous fonctionnez par rapport à ça?
Alors, déjà, la première chose, c'est que donc nous, quand on va faire notre roadmap, on essaie de la faire à l'avance, etc. Ensuite, on va faire un point avec nos CEO, on a 2 CEO, je sais partout, pour challenger, pour challenger un peu ça, en fait. Ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, eux, ils ont une vision qui est très business, on a une vision qui est très produit, et du coup, le fait de confronter ces visions-là, de temps en temps, en fait, nous, le fait d'avoir exploré des sujets à l'avance, on va arriver avec des arguments qui vont potentiellement les faire changer d'avis. Et à l'inverse, eux aussi peuvent nous faire changer d'avis. Et je trouve que c'est vraiment ce qui est cool là-dedans, c'est que dans le passé, c'était pas le cas. Nous, on arrivait un peu, on subissait un peu la roadmap. Maintenant, en fait, on propose une roadmap et les 3 quarts du temps, il y a 1-2 sujets qui sont challengés, mais le reste, finalement, elle est acceptée. Et je pense que vraiment, la discovery joue un rôle majeur là-dedans, quoi. Ensuite, pour tenir les deadlines serrés, en fait, on essaie à l'avance, via la phase de discovery, de déterminer une taille de t-shirt pour des sujets. Donc, on se dit, par exemple, ça prendra un mois, un trimestre ou une année à développer. Finalement, on va s'arrêter à ça. On va proposer des problèmes avec une taille de t-shirt et finalement, ensuite, c'est aux équipes de déterminer les solutions et le scope des solutions. Pas en faire trop, s'arrêter vraiment au niveau du besoin utilisateur derrière. Ok, trop cool. Et Renaud, tout à l'heure, tu parlais de dual track. Ça fonctionne comment? C'est avec 2 PM en parallèle, comme peut-être chez Meilleurs Agents, je crois aussi qu'ils ont un qui commence la phase de discovery pendant que l'autre fait la phase de build et après il tourne. Ou vous êtes vraiment, c'est une personne finalement quand même qui fait sa feature et qui fait 30% de discovery, on va dire, sur son emploi du temps, 70% de build ou quelque chose de similaire. Et même chez vous, Mano et partout, comment est-ce que vous fonctionnez? Et comment est-ce que vous voudriez fonctionner peut-être? Chez nous, on a des product managers qui sont orientés normalement discovery et qui managent des product owners qui sont plus, on va dire, orientés delivery. Donc pour moi, le job du product manager, c'est de définir les experiments, alors en lien avec les bonnes parties prenantes, hein, pas de manière autonome, mais voilà, de proposer à minima des expériments qui devront être construits par le product owner et la squad. Et de l'autre côté, il y a des choses qu'il doit faire en autonome. Et notamment sur la partie plus explorateur, il doit aller chercher, lui, l'info, il doit aller se nourrir, il doit engager les bonnes personnes pour aller chercher l'info. Donc, je ne sais pas si je réponds à ta question. Pour moi, c'est la même personne, mais ça dépend du sujet en fait. La personne est honneur du sujet et à elle de trouver le bon moyen pour aller valider ou invalider des hypothèses et finalement diminuer le risque. Voilà. Pour reprendre un peu une des questions effectivement de Marcel, et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui se posent des questions sur cette phase de discovery qui peut être finalement extrêmement longue. On peut faire, il y a 1 million c'est sans fin. Le problème, il est aussi que ça peut être sans fin. On peut tourner en boucle de l'infini et les données qu'on a en fonction du prisme, la façon dont on les regarde, elles peuvent dire complètement autre chose. Ouais. Et du coup, ce n'est absolument pas le sujet du talk, mais souvent on a tendance à se dire discovery versus vision. Sous-entendu, on n'a pas besoin de vision parce qu'on va l'explorer puis ça nous donnera les réponses. Mais en fait, absolument pas. Les réponses, elles sont parce qu'on a un modèle mental, parce qu'on a une direction et parce qu'on sait ce qu'on veut aller chercher. Si on ne sait pas ce qu'on veut aller chercher, ça ne sert à rien de faire de la discovery. Et je pense que c'est vraiment la première étape la plus importante. Et après, on se dit, est-ce que c'est risqué? Est-ce qu'on est convaincu? Est-ce qu'on peut y aller tout de suite? Comment on le teste, etc. Mais vraiment, le cœur, c'est de se dire, mais c'est quoi l'expérience que j'ai envie de faire vivre à mes utilisateurs, en fait? C'est conditionné aux objectifs que tu te donnes, en fait. Forcément, si tu te donnes un objectif long-termiste, tu vas te laisser du temps pour explorer par rapport, une fois de plus, à la complexité de ce que tu cherches à apprendre. Mais c'est hyper important, et ça, on l'a mis en place chez Mano, de vraiment donner des objectifs à la discovery. Tu vas pas juste dire, tiens, on va aller explorer, et puis allez, on revient dans 3 mois, parce que c'est bon, ça c'est pas entendable dans une boîte en hyper-croissance. Ouais. Mais même dans n'importe quelle boîte, en vrai. Ouais, non, mais même dans n'importe quelle boîte. De l'argent pour... non, mais on va explorer. Le modèle un peu R&D, effectivement, dans nos boîtes, ça n'existe plus comme ça. Pour reprendre un peu la question, tu vois, chez Mano, on a plutôt mis en place des duos, où finalement, c'est des user researchers, puis on a des vrais profils dédiés à cette activité chez Mano, qui vont travailler, pour le coup, soit avec les product directors, soit avec les PM, sur cette phase justement de discovery. Donc c'est plutôt un binôme qui fonctionne assez bien. Chez nous aussi, il y a ce profil-là et qui est indispensable. Ça se fait assez naturellement, quoi. Tu vois, après, ça dépend de ce que tu explores. Mais, ils sont bien. Ils ont des beaux pôles, ils sont bien équipés. Exactement. Alors, nous, c'est pas comme ça. Non. À ça. Dans 5 ans. Ouais, mais alors, à ça, je dirais que c'est à ça parce que, du coup, nous, la discovery, c'est quelque chose qu'on faisait pas
pas du tout dans le passé et on s'y est mis petit à petit. Et je pense que, moi je suis très aligné avec ce que tu as dit tout à l'heure, Renaud, que l'exploration, elle peut ne jamais s'arrêter. En quelque sorte, en fait, moi je suis convaincu que si on a bien cadré un problème d'utilisateur, ça va s'arrêter au bout d'un moment parce que lorsqu'on aura trouvé la solution qui règle ce problème-là, en fait, c'est le bon moment pour s'arrêter. Donc en fait, nous, on essaie maintenant de cadrer les problèmes plus que cadrer les solutions pour les explorations. Ensuite, du coup, pour reprendre ce que tu disais, Marcel, juste avant, nous, dans l'organisation, pour le dual track, en fait, on n'a pas de user researcher ni rien. Ce qu'on essaie de faire, c'est que chaque trimestre ou dès qu'un product manager prend un sujet, prend un problème pour lequel il doit trouver une solution, en même temps, en fait, il va explorer un autre sujet à côté pour potentiellement un jour reprendre cette exploration pour en déterminer une solution. Et en fait, on a plein de sujets qui ont été explorés, qui ne sont pas forcément voués à être développés à court ou moyen terme, mais en fait, on aura une base sur laquelle s'appuyer si un jour on décide de prioriser ces sujets-là. Et en fait, à terme, moi, je voudrais que cette partie exploration faite par des PM ou des lead PM chez nous, elle soit faite par des user researchers. Et on en discutait tout à l'heure avec Sophie. En fait, je ne sais pas trop encore à quel point je dois mettre les user researchers avec les product managers ou avec les product designers. Ou si c'est avec les deux mutualisés. Ok. Et alors moi, j'ai une question peut-être un peu plus terre à terre, disons, au niveau de ce qui existe dans cette phase de discovery. On a parlé de focus group, on a parlé un peu d'interviews, il y a énormément de données. Là, effectivement, dans la thématique du talk, on parle de cette deadline série qui implique des choix, effectivement. Qu'est-ce qu'on doit cutter en premier? Est-ce que vous avez été un peu confronté vraiment à une problématique comme ça, où vous aviez un timing où vous vous êtes dit, je ne pourrais pas faire mes 10 interviews, alors qu'habituellement j'en fais 10, je ne pourrais pas faire mes focus group. Est-ce qu'il y a peut-être, vous, des ateliers que vous avez peut-être inventés ou mis en place dans vos entreprises qui sont particulièrement efficaces quand on a extrêmement peu de temps? Nous, on essaie à chaque fois pour chaque problème, essayer d'interviewer au minimum 5 utilisateurs, maximum 7, 8, ça sert à rien d'aller plus loin. C'est déjà arrivé dans le passé qu'on ne trouve pas en fait, des utilisateurs qui veuillent jouer le jeu avec nous pour faire des interviews parce que le timing était trop serré, on s'y est pris trop tard ou simplement parce qu'ils n'étaient pas intéressés par la fonctionnalité. Donc en fait, ça nous est déjà arrivé de cutter au d'un moment en se disant soit c'est pas le bon moment pour lancer cette fonctionnalité, du coup on la dépriorise parce qu'on n'a pas assez du coup de matière pour pouvoir l'explorer, pour pouvoir la délivrer correctement. Soit en fait, les gens nous font comprendre que ça sert à rien non plus. Donc dans ce cas-là, on dépriorise aussi. Okay. Et à contrario, ça nous est déjà arrivé aussi en faisant des interviews utilisateurs pour un certain problème, de découvrir que le problème, en fait, il était soit plus large, soit plus restreint que celui que l'on faisait. Du coup, c'est tout le but de la user research à ce moment-là, pour du coup reprioriser quelque chose de soit plus petit, soit plus gros. Voilà. Okay. Après, tu peux avoir pour aller vite, tu peux avoir une approche un peu inverse, plus qu'elle est sur le lean, en fait, sur le lean UX, qui est que finalement, tu sais déjà des choses, parce que tu as de la data, et notamment chez ManoMano, on part tout le temps de la data, donc ça, c'est hyper important. Et la data, elle va permettre quand même de spotter un problème, et finalement, tu vas poser tes hypothèses de design. Tu vas un petit peu essayer de cadrer, de framer le problème par rapport à ce que tu apprends sur la data, et ce que tu sais déjà par ailleurs, parce qu'on ne part jamais de zéro, en fait, en vrai, sauf quand tu vas chercher du gisement de valeur, mais sinon, tu ne pars pas de zéro. Et là, tu définis, en fait, ton problème, mais c'est une hypothèse. En revanche, il faut bien que tu gardes en tête que c'est une hypothèse, et derrière, tu vas poser tes métriques. Comment tu vas mesurer, finalement, une fois que tu auras buildé et lancé, comment tu vas mesurer que ton hypothèse était la bonne, et comment tu vas pouvoir pivoter si toutefois, ce n'était pas la bonne. Mais du coup, ça veut dire que là, tu reviens à la notion de MVP, mais de vrai MVP. Tu vas vraiment lancer le truc le plus utile, le plus rapidement possible sur le marché pour le mettre vraiment dans les mains de ton utilisateur. Et là, tu reviens à tes métriques. Donc ça, c'est une bonne manière. Ouais, un vrai MVP, tu vois. Pas pour dire on n'a pas assez de ressources, on n'a pas assez de budget, on va faire un MVP, je cut les features. Bon, le vrai MVP. Ouais, voilà, parce que ça, c'est le faux MVP. Ça, on est d'accord. Et je crois qu'on l'a tous fait à un moment donné. Et plusieurs fois. Et oui. Et on a une question qui nous est remontée dans le chat par Elxav. Intégrez-vous de la discovery formative dans vos roadmaps? Alors, formative, peut-être que... Alors, formative, j'avoue, je n'ai jamais entendu ce terme. Évaluative, peut-être? Peut-être que ce sera évaluatif. Parce que le discovery évaluative, effectivement, c'est quand tu mesures derrière ou quand tu fais du test utilisateur sur de la mock-up ou du prototype. Ça, nous, on l'a installé chez ManoMano il y a à peu près 1 an maintenant, et on le fait
de manière quasi systématique. Et là, pour le coup, c'est alors nous, les UX designers, les product designers qui gèrent ce process-là. Voilà, c'est c'est très, plutôt sur la feature et les learnings qu'on aura, ils sont très, en tout cas chez nous. C'est très usability. En tout voilà, cas. c'est ça. T'auras Ça bon, complètement. ok. Enfin, si c'était ça la question, mais C'était exploratoire. Je viens d'avoir ouais, ok. Donc exploratoire, c'est effectivement très très en amont et tu as différents types d'exploratoire aussi. Mais oui, chez Mano Mano, on le fait. Et là, tu es plutôt sur des questions de business que tu n'es pas encore tout à fait sur des questions de produits. Tu es vraiment sur le business et tu vas chercher du gisement de valeur. Et justement, c'est la demande dans ces cas-là, ça vient du board en fait qui dit il y a peut-être un business model à aller chercher ou c'est le product peut-être directeur. Alors ça peut être aussi le product, hein, c'est pas, je veux dire, c'est pas siloté comme ça chez Mano Mano, mais ça vient souvent en fait effectivement des équipes business. Après tout ça, enfin on se parle tous les jours, enfin voilà, donc tu vois les sujets arriver. Et cette impulsion, elle est donnée effectivement par le codir en fonction des prios business qu'on doit aller chercher sur les quarters à venir. Complètement. Donc, on a également une autre question du chat, alors de Sébastien Beaujard. Quels sont les challenges quand on veut faire des interviews qualitatives en quantité? Est-ce que... Oula. Je te laisse. Pourquoi? Allez Renaud, lance-toi. Non, je me sens pas à l'aise pour répondre à cette question. Mais c'est sûr que c'est un problème. La question que j'ai envie de poser, c'est pourquoi avoir besoin de faire du volume. Si je reprends ce que tu disais, on en fait 5, on en fait 10. Bon, en vrai, tu as couvert une partie et tu as de la matière. Et est-ce que ça vaut vraiment le coup de tourner en boucle là-dessus? Après, sur les tests usability, oui, là, on peut le faire un peu plus en volume. Ça permet d'avoir un peu plus de learning. Bon, ok. Mais c'est pas sur les interviews pures, je suis pas convaincu qu'on ait besoin d'en faire tant que ça, en fait. Okay. Non, tu peux faire du quanti via un questionnaire. Ou alors du quanti, et dans ce cas-là, c'est autre chose. Et là, tu envoies du volume, effectivement, mais sur du quali, à partir du moment où tu as 8 utilisateurs sur 10 qui te disent quelque chose, ça fait quand même 80% en fait. Voilà, de ton panel qui te dit que là, il y a un problème. Donc, il y a un problème. Et puis c'est vraiment redondant, quoi. Enfin, pour l'avoir vécu et testé dans le passé, au bout d'un moment, les réponses sont toujours les mêmes et à la limite même quand on démarre une interview, on sait quelles réponses vont être données. C'est une espèce de feeling qui se crée. Et, on a déjà les réponses induites avant même de finir l'interview, quoi. Et souvent ta séquence, j'imagine, c'est tu fais du quali et puis une fois que tu as un peu de matière, là tu fais ton quanti, comme ça tu as une notion de volumétrie et puis après tu peux avancer. Et, mais voilà. Mais le vrai sujet sur le quali, c'est le biais, quoi. C'est la question du biais, en fait, en réalité. Et du coup, on parle effectivement d'interview quali. Il y a aussi des typologies un peu d'utilisateurs, justement, qu'on va interviewer. Est-ce que vous habituez, vous prenez toujours, alors visiblement le chiffre c'est plutôt 7-8 utilisateurs. Est-ce que vous prenez vraiment des promoteurs? Est-ce que vous avez l'habitude de prendre toujours des personnes extrêmement différentes? Comment tu fonctionnes, toi, chez Partout? Ouais, alors en fait, pour répondre à ça, c'est assez marrant parce que nous, on a nos notes de NPS qui reviennent sur Slack, etc. Donc en fait, on va prendre des personnes promoteurs pour les appeler évidemment, mais on va aussi prendre des détracteurs pour comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont laissé une mauvaise note. Et souvent, ça nous fait découvrir des sujets, des problèmes rencontrés auxquels on n'avait pas pensé. Ou peut-être aussi, on se rend compte que l'utilisation qu'ils font de notre plateforme, c'est pas celle qu'ils devraient faire, etc. Donc c'est super intéressant en fait de prendre tout le scope. Et du coup, si on appelle 5 personnes détracteurs, il faut aussi appeler 5 personnes en face qui sont contentes. Voilà. La dépression du produit. Exactement. Nous, chez nous, l'axe qu'on choisit, c'est marrant parce qu'il est hyper intéressant cet axe promoteur-détracteur. C'est pas l'axe qu'on prend. Nous, on est plutôt sur des typologies utilisateurs. Dans l'univers de la rencontre, on sait que par exemple, il y a des personnes qui sont très attractives dans le système et donc on va aller plutôt les chercher. Ou alors ça dépend aussi de quelle cible tu as définie. Je sais pas, là on se posait des questions sur une population plutôt jeune. Du coup on va laisser recruter des jeunes. Tu vois, ça sert à rien de prendre une personne de 70 ans pour un axe strat qui est d'aller chercher les jeunes. Donc voilà, c'est plutôt qui tu vas chercher et est-ce que tu as un peu de représentativité, même si... pareil, sur du quali, je crois que la notion de représentativité, c'est pas tant ça que tu vas aller chercher. Tu cherches plutôt des personnes qui soient capables d'exprimer des problèmes, capables de te répondre, capables d'interagir pour nourrir la réflexion. Et pour conclure, est-ce que vous pourriez donner un tips chacun pour des personnes qui sont face à des stakeholders qui ne sont pas du tout sensibles à cette phase de discovery?
là, qu'est-ce que vous diriez à ces PM potentiellement qui sont face à vous, mais du coup du côté un petit peu plus méchant, on va dire, Le tips. Ouais. le tips. Arriver avec de la data, parce qu'en fait, en vrai, c'est ce qui fait facilement changer d'avis, ce qui va prouver en fait, qu'une personne peut se tromper sur quelque chose, ou qui sinon va valider une hypothèse qui est faite pour le faire changer d'avis. Moi, c'est les verbatim. Ok. Quand tu mets des verbatim sur la table, c'est vraiment une ouais. Ouais. Une phrase C'est le plutôt cheat code. représentative et tout le monde est là. Ah oui, c'est vrai que c'est quand même important. Mais tout à coup, t'as l'attention de tout le monde quand même. Tout le monde rentre en empathie. Des vrais verbatim, Oui, bien oui, sûr. bien sûr, bien sûr. Pas cela. Non, mais ça peut être un vrai verbatim non représentatif. Hein. Ouais, c'est vrai. On peut, moi, mon conseil, c'est de pas vraiment parler de discovery et de commencer à mettre en prod un truc et d'apprendre à partir de là. Et du coup, de dire, bah non, mais on a commencé le projet, regarde, là, j'ai mis une fake d'or, j'ai mis un bout de feature, j'ai mis un truc, et ça va nous permettre d'apprendre, et après de revenir en disant, bon, bah, voilà, c'est ça qu'on a appris. Parce que, pour moi, souvent, on décorrèle vraiment ce truc de, je vais apprendre des choses, et après, je vais mettre en prod, et je pense que le meilleur apprentissage, c'est par l'usage. Et du coup, comment on arrive à avoir des notions d'usage le plus tôt possible? Et donc, c'est une manière, en tout cas chez nous, de se dire, bah non, on a commencé le projet, pour de vrai, il y a quelque chose qui va sortir dans une semaine, même si nous, on sait qu'il y a des hypothèses derrière, qu'on va apprendre, qu'on va tourner, etc. Magnifique. Merci à tous déjà pour ce talk qui était hyper intéressant. Ouais, merci à vous. à vous d'avoir posé des questions. Ouais. On se retrouve très rapidement avec un nouveau webinar. Donc on va voir un talk avec les femmes dans la tech et si on osait plus, animé par Estelle Auboin, donc en partenariat avec The Product Tape. Et vous vous retrouvez d'ici 3 minutes. Je pense que toi, tu peux rester ici, Sophie. Merci.